nous y sommes, 18e arrondissement de Paris, 230 rue Marcadet. On entre? Allez, on monte. Un immeuble qui a eu son temps de gloire, de vraie gloire, pour un habitant particulièrement célèbre, du moins extrêmement célèbre dans le monde de la musique classique, puisque c'est l'immeuble dont Olivier Messiaen occupait trois appartements. Alors on me dit que, la fois depuis le décès d'Olivier Messiaen, la famille a totalement déserté l'immeuble. Certainement, son fils occupe encore la villa du Danube, Pascal Messiaen, la maison qu'il a longtemps habitée. Mais ici, c'est donc le 230 rue Marcadet. Voilà. Et donc Olivier Messiaen occupait 3 appartements qui étaient superposés. L'appartement le plus bas, je ne saurais pas dire quels étaient les 3 étages occupés sur ces 7. L'appartement le plus bas était celui d'Yvonne Loriot-Messiaen, son épouse, pianiste virtuose incomparable. « Je peux tout écrire, mon épouse peut tout jouer. » L'appartement du tout en haut était celui du compositeur, et l'appartement du milieu était l'appartement conjugal. Alors moi, je n'ai pas eu la chance de connaître Messiaen dans cet appartement, mais ceux qui ont eu ce bonheur ne pouvaient pas échapper à la visite, évidemment, de ces pierres précieuses ou semi-précieuses dont la vision l'enchantait, lui, le grand synesthète. Mais le fameux tapis rouge, il y avait le tapis rouge, et quand on entrait, il disait bien « Regardez bien ce tapis rouge ». Alors on fixait le tapis et portez vos yeux ailleurs. Et tout de suite, on voyait évidemment la couleur complémentaire, la magie de la persistance rétinéenne. Et il essayait ainsi de faire goûter un peu de ce qu'est la synesthésie dont il était atteint, voir des couleurs dans les sons, les accords, les harmonies. On lui demandait y a-t-il une couleur que vous n'aimez pas? Ah. On la voit là, ce ne sont pas des vitraux, mais un peu quand même. Je n'aime pas tellement le jaune. Mais tenez, écoutez comment Messiaen décrit lui-même les couleurs qu'il voit dans un prélude composé alors qu'il avait 20 ans. C'est assez extraordinaire. Un mode bleu-orange en ostinato et cascade d'accords, superposé à un mode violet-pourpre traité en timbre coloré et fait de pierreries. Tout à fait. Une grande intelligence, grande sensibilité forcément, une grande érudition, et notamment pour tout ce qui concernait la théologie chrétienne et le catholicisme. Et puis, ce qui pourrait sembler une grande candeur, une grande naïveté, quand il parlait de sa foi, la foi qu'il avait tout enfant, alors que ses parents n'étaient pas tellement portés sur la religion. Et il disait, les vérités de la religion sont comme des contes de fées, mais à cette différence que ce sont des contes vrais. J'aime bien m'amuser à imiter sa voix. Il disait, j'ai une horrible voix de compositeur. Et alors, donc, cette science et cette naïveté aussi, cette espèce de candeur très, très touchante. C'est vrai qu'il avait la grandeur, lui qui aimait dire qu'il était voué au violet en tant que né sous le signe du Sagittaire. Il avait cette espèce d'expansion que l'astrologie associe à ce signe.
et aussi cette extrême précision que l'on associe au signe de la Vierge. Alors, on peut rire des croyances de l'astrologie, mais en tout cas, c'est très amusant de voir ces partitions. Si vous regardez par exemple le catalogue d'oiseaux, vous serez assez surpris de voir à quel point c'est immense, hein, c'est 2 heures, 3 heures de musique, et chaque pièce, il y en a qui atteignent 30 minutes, mais sur chaque mesure, vous avez des foules de détails, d'indications, de nuances, d'intensité, de tempo qui changent sans arrêt. Grandeur et minutie. Nous allons maintenant sortir de ce 230 rue Marcadet. Bientôt Noël. Oh, il aurait aimé cet arbre, ce sapin. Ah, mais Olivier Messiaen aurait été ravi. Apparemment, le gardien est chrétien, catholique, puisqu'il fait une crèche. Pensez que la foi chrétienne, les couleurs, les montagnes sont ce qui ont le plus fortement inspiré Olivier Messiaen. Les chants d'oiseaux. La nature. Il a été le plus jeune organiste nommé officiellement à l'église de la Trinité. C'était en 1930, il avait 20 ans. Et les prêtres de l'église de la Trinité étaient très inquiets parce que vous n'allez pas nous faire cette musique qui était assez horriblement moderne. Il est vrai qu'en 1930, la musique de Messiaen était moderne déjà sur plusieurs plans, mais celui qui me touche le plus, c'est la splendeur harmonique. Si peu de temps après Debussy, en pleine gloire de Ravel, tenait goûter sous cette simplicité trompeuse cette extrême originalité harmonique. Les œuvres de jeunesse de Messiaen sont déjà fort nouvelles en leur temps, mais que dire des œuvres ultérieures? Oh, je vais rééquilibrer ma vidéo, je n'ai pas parlé assez d'une autre occupante du 230 rue Marcadet, non pas moins importante que le maître, puisque c'est sa muse, sa compagne, son épouse. Et leur rencontre elle fut difficile. Ce fut d'abord un amour impossible. La toute jeune Yvonne, 17 ans, je crois 18 ans, était l'élève de Messiaen au conservatoire pendant l'occupation. Il avait été fait prisonnier, il rentrait du stalag, il enseignait au conservatoire, et l'amour est né extrêmement rapidement, mais il était impossible. Je ne vais pas tout vous dire. Consultez, informez-vous sur la biographie d'Olivier Messiaen. En tout cas, ce que vous entendez là, 1948, Araoui, chant d'amour et de mort, inspiré par l'amour qu'il portait à la jeune virtuose Yvonne Loriot. Te voilà, oh mon amour, la danse des étoiles d'Oblucci. Piroucha, te voilà, oh mon amour, miroir d'oiseau familier d'Oblucci. Arpon, c'est mon souffle, mon écho, ton regard est revenu, chi-chi. Piroucha, te voilà, oh mon amour. Donc en 1930, les prêtres s'inquiétaient. Vous n'allez pas nous faire cette musique qui va effrayer les fidèles. Et il leur a promis d'être bien sage. Il gardait sa musique la plus audacieuse pour les périodes un peu plus où l'église était un peu moins fréquentée. Voilà donc le 230 rue Marcadet. En face du square Carpeau, petit square. Sous les fenêtres du couple musicien. Une anecdote souriante
pour ceux qui ont eu la patience de suivre cette vidéo jusqu'ici. Comme j'évoquais devant eux le souvenir et l'émotion que j'avais ressentie lors de la première de l'opéra Saint-François d'Assise, Madame Loriot me dit « Mais vous savez qu'on s'est battu pour avoir les places 15 jours avant ?» Je lui ai avoué, la bagarre, c'est moi, je crois que c'est personne d'autre. Il y avait des gens, je le lui dis, il y avait des gens qui voulaient passer devant tout le monde et donc j'ai agi assez vigoureusement. J'ai menacé 3 personnes, 3 messieurs, des Allemands, mais on m'a dit qu'ils venaient pour Madame Butterfly. Et puis une dame qui voulait passer devant tout le monde alors que nous on faisait la queue depuis 4 heures du matin. Je lui ai fait remonter toute la file, enfin elle n'avait plus aucune chance d'avoir des places. Et j'ai été assez oui, violent. Et là, je vois Olivier Messiaen qui me regarde un peu tristement et qui me dit « Ce n'est pas tellement dans la lignée de Saint François. » Alors là, je baisse les yeux, je ne suis pas fier de moi. Mais Madame Loriot vient à mon secours. Et elle me dit « Mais vous avez eu raison. » Et elle dit à son mari « Mais tu te rends compte, il y en a, ils voulaient passer devant tout le monde, mais c'est qu'elle s'en gêne. » Et puis, j'étais vraiment heureux que Madame Loriot prenne ma défense. Et je dis à Messiaen « Je le ferais encore si j'avais à le faire. » Alors son désappointement s'est changé en un sourire. Voici le square. Jean-Baptiste Carpeaux est considéré avec Jean-François Rude et Auguste Rodin comme l'un des plus grands sculpteurs du XIXe siècle. Voilà, vous pouvez lire. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez que un mont aux États-Unis, une montagne, porte le nom d'Olivier Messiaen, hommage des Américains au compositeur. Le mont Messiaen dans l'Utah. Et quand on faisait remarquer à Messiaen que c'était extraordinaire d'avoir une montagne à son nom de son vivant, il disait « Oh non, ce n'est pas une montagne, c'est un escarpement rocheux. » Au revoir, cher Olivier Messiaen.